Glickenhaus, Van Wall et désormais Isotta Fraschini, le championnat du monde d'endurance vient de perdre un nouveau petit. On va mettre tout de suite des guillemets sur le mot petit puisque c'est un peu le sujet du jour de ce nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info, où nous allons revenir sur l'annonce de la pause estivale entre les manches de Sao Paulo et d'Austin, l'épreuve texane qui aura lieu ce week-end sur le Kota. Isotta Fraschini a annoncé la fin de son programme, débuté cette année avec la Tipo 6 LMH Competizione, une voiture qui avait été plutôt convaincante aux 24 heures du Mans, avec l'arrivée vue par Carl Bennett, Jean-Carl Vernet et Antonio Serravalle au terme d'une prestation sans faute, même si la performance n'était évidemment pas au niveau de ses rivales en catégorie hypercar. Mais voilà, le coup près est tombé pour ce programme d'un petit constructeur, puisque Isotta Fraschini restait un constructeur. Mais ça nous amène à nous poser la question de la place de ces petites structures dans le championnat du monde d'endurance. Et aujourd'hui, avec Laurent Mercier et Thibaut Villemont, on va se poser la question de cette place de ces équipes. Thibaut, on va déjà revenir sur l'annonce brute de ce retrait, de la fin du programme à minima pour 2024. Qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette annonce faite cet été ? Bonjour Pierre, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bah oui, déjà pour revenir sur l'annonce, Isotta Fraschini stipule que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre le partenariat avec l'équipe française Duquesne. Voilà, on peut pas dire que ce soit une énorme surprise. On sait très bien depuis le début de l'année que les conditions financières ne sont pas excellentes pour cette équipe, pour l'association italo-française. Mais donc voilà, comme tu dis, le coup près est tombé après Sao Paulo. Certainement, voilà, les conditions, voilà, c'est ça, c'est certainement une question de budget. Donc bon, après, on va revenir plus en détail sur le pourquoi du comment, mais voilà, ce qui est assez triste, on va dire, c'est que comme tu disais, ils ont fait une très belle édition des 24 heures du Mans. Ils ont été un peu la risée de certains depuis le début de la saison. C'est sûr que on les a vus pas mal en tête à queue sur certaines courses. Ça va toujours été parfois plus souvent à l'envers qu'à l'endroit. Mais au 24 heures du Mans, ils avaient été vraiment très convaincants. Et moi, j'avais écrit dans notre guide de mémoire que s'ils arrivaient à terminer devant toutes les P2, ce serait un exploit et ils l'ont réussi. Donc vraiment bravo à eux. Mais bon voilà, hélas l'aventure se termine là et voilà, et ça c'est bien dommage parce que comme tu le disais, c'était le dernier, on va dire le dernier petit de la catégorie hypercar. Laurent, l'association avec Duquesne, donc qui on rappelle avait pris le relais de Vector Sport qui était au départ impliqué dans ce programme Isotta. C'est aussi, comme un peu disait Thibaut, un petit revers pour l'équipe française qui avait pourtant œuvré de la façon la meilleure possible au vu de ce qui leur était demandé par Isotta. Ouais, salut les gars. Bah ouais, et en plus, contrairement à Glickenhaus ou à Van Wall, Isotta Fraschini a pas choisi la voie facile, même si, comme les deux autres, c'est du LMH, mais là avec un système hybride, ce qui complexifie encore plus le développement d'un programme pour rouler en WEC face au gros. Alors là aussi, on peut mettre des guillemets, mais face aux constructeurs importants. Et quand tu as moins de budget, moins de développement, un équipage quand même bon qui laisse quand même un peu à désirer si on enlève Jean-Carl, une équipe française qui découvre la catégorie hypercar mais qui est pas une équipe, enfin qui est une équipe qui est rompue au LMP2 mais pas forcément la catégorie reine avec un programme qui s'est fait assez tard. Tout ça fait que évidemment ça devient compliqué et c'est un peu dommage parce que ça s'arrête avant la fin de la première saison. Et là pour l'instant, bah il y a plus de entre guillemets encore, petit constructeur. Et la question, c'est est-ce qu'on va en revoir à nouveau? Bon, Glickenhaus, de toute façon, on peut mettre une croix dessus. Isotta Fraschini, ça me semble quand même compliqué. Le seul qui peut encore espérer revenir et avec qui on a discuté il y a encore quelques jours, c'est Van Wall, qui lui est prêt à faire rouler 2 voitures l'année prochaine, si tant est qu'il y ait de la place et qu'on l'accepte, puisque cette année, il était prêt à faire rouler une voiture, mais sa candidature n'a pas été retenue. Donc, est-ce que le retrait d'Isotta Fraschini a sonné le glas des petits constructeurs dans la catégorie hypercar? On va rappeler Laurent et Thibaut rapidement que effectivement Van Wall qui a eu des déboires juridiques autour de l'utilisation de la marque, l'entreprise PMC de Colin Coles, qui a finalement pour l'instant récupéré les droits d'utilisation de la marque Van Wall, et donc avec qui effectivement Laurent tu as pu discuter et qui est sur les rangs pour retourner en championnat du monde d'endurance. Mais ça fait partie effectivement de ces petits
que certes on n'avait pas forcément vu au début du retour du WEC dans les années 2010, en 2012 très précisément, mais qui au fur et à mesure et avec les évolutions réglementaires ont pu revenir. Mais si on regarde plus largement dans l'histoire même de l'endurance, on va remonter peut-être un peu et très loin même dans un sens, on a vu que les petits avaient leur place, notamment aux 24 heures du Mans. Laurent, je pense à toi tout de suite avec Rondeau. On a vu que Rondeau a eu sa place et a même gagné aux 24 heures du Mans. Est-ce que cette époque-là, 1980, on rappelle la victoire de Rondeau, est-ce que cette époque-là est totalement révolue? On se rappelle qu'à l'époque, c'était face à l'ogre Porsche. Aujourd'hui, la question, elle se pose vraiment. Pourtant, Glickenhaus, Van Wall et Isotta ont, je pense, quand même mis des moyens pour monter leur programme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'écart qu'on voyait à l'époque entre un Rondeau et un Porsche et l'écart qu'on voit aujourd'hui entre ces petits et les armadas Ferrari, Toyota ou Porsche est rédhibitoire en fait? Je pense que déjà les époques sont très difficiles à comparer. Je pense que les budgets sont pas les mêmes, mais en plus aujourd'hui, alors Rondeau n'a pas gagné uniquement en raison de soucis de fiabilité de la concurrence, mais il y avait beaucoup d'abandon, notamment aux 24 heures du Mans auparavant, donc tout était possible. Aujourd'hui, dans la catégorie hypercar, hormis les crashs, les problèmes de fiabilité, il n'y en a quand même pas énormément. Et je pense que c'est de plus en plus compliqué pour ces petits constructeurs de subsister face à la débauche de moyens de Ferrari, Porsche, Toyota et consorts. Après, moi, sur ce que tu disais, ils ont mis les moyens, oui. Mais je comparerais pas, sans vouloir leur faire offense, le programme Isotta Fraschini notamment à celui de Van Wall et encore plus à celui de Glickenhaus. Parce que je trouve que Glickenhaus, honnêtement, il mérite une médaille pour ce qu'il a fait. Il a fait des voitures, alors en dehors du look qui est extraordinaire, en dehors du personnage qu'on a tous adoré, parce que lui, pour le coup, c'est un mec qui est issu d'un autre temps et qui répondait à nos textos pendant la course, qui faisait rentrer le public dans le stand, et ça, c'était absolument extraordinaire. Mais surtout, il s'est donné les moyens de ses ambitions, à savoir que la voiture était ce qu'elle était. Mais derrière, il a mis des pilotes quand même de renom au volant. On a vu des Romain Dumas, des Pipo Dirani, des Olivier Pla, des Richard Westbrook, des Ryan Briscoe. Donc c'est quand même des valeurs sûres. Moi, ce qui m'a un petit peu chagriné dans le projet Isotta Fraschini, c'est que en fait le projet ils l'ont fait, mais t'as l'impression un peu à moitié. Ils y sont allés sans vraiment avoir les moyens. En fait, on paye les droits d'inscription, mais derrière, c'est un peu compliqué. Et ils n'ont pas fait d'essai, enfin très peu. Et derrière, ils ont 2 pilotes silver, les 2 seuls pilotes silver de la catégorie. Et je pense que déjà, on mettait 3 bons pilotes au volant et un petit peu de développement. C'est ce que dit Jean-Carl Vernet dans l'interview que Laurent a fait. La voiture avait un vrai potentiel, mais encore fallait-il avoir les moyens de la développer et de s'octroyer les services de pilotes de renom. Laurent, est-ce que le règlement technique qui a été créé par l'ACO et la FIA, donc on rappelle de l'hypercar avec les 2 solutions techniques LMH et LMDH, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer ça comme un frein aux petits ou pas du tout? Déjà, je voudrais revenir avant par rapport à ce que tu disais par rapport à l'époque. Alors, comme dit Thibaut, je pense qu'on peut pas comparer les époques. Mais maintenant, ça remonte à quand la dernière victoire d'un petit aux 24 heures du Mans face au gros? Qu'est-ce que tu considères comme petit si on reprend l'histoire c'est exactement ça. Je veux dire, on peut pas comparer. Tu vois, en 95, la McLaren elle gagne face à une Courage, mais t'es pas dans la même catégorie, t'es pas du tout la même chose. Mais tu vois. Je sais pas, après l'époque Rondeau, on a quoi? On a Yost qui gagne en 84. Ouais, mais ça justement, on va y revenir après. Yost, il achète une voiture existante. C'est un peu le Jota cette année. Ouais, c'est encore un truc différent, quoi. Ouais, exactement. Et Yost, quand il gagne en 84, il n'y a pas de Porsche officiel. Quand il gagne en 85, il y a des Porsche officiels, mais c'est des 1962. Et le truc, c'est que aussi bien Van Wall que Glickenhaus, qu'Isotta Fraschini, déjà la question c'est quoi? C'est pourquoi tu fais une voiture? Est-ce que tu fais une voiture pour rouler dans la catégorie N ou est-ce que tu fais une voiture pour gagner? Est-ce que tu peux gagner quand tu es un petit constructeur ou est-ce que tu es juste là en tant que, entre guillemets, faire valoir? À cette époque, dans les années 80, il n'y avait pas de BOP. Là, il y a une BOP et là, je suis désolé, mais la feuille de route, la feuille de base, on te dit, peu importe les moyens, enfin, pas peu importe les moyens, mais on a quand même diminué les moyens par rapport au LMP1, ce qui est très bien. Mais on a quand même un peu dit, venez, et de toute façon, avec la BOP, vous aurez une chance de gagner. Ou vous mettez dans la fenêtre de perf, quand même. À condition d'être dans la fenêtre de perf. Bon,
on passera sur les histoires de BOP qu'on changé les systèmes où Oui. je suis même pas persuadé d'ailleurs qu'on ait trouvé la bonne solution, mais ça c'est un autre débat. Mais à un moment c'est ça quoi. Et je veux dire, tu peux pas, tu peux pas quand tu t'appelles, je suis désolé, quand tu t'appelles Van Wall, Glickenhaus ou Isotta Fraschini, tu peux pas aujourd'hui en 2024 espérer gagner une course face aux grands. Et c'est bien que tu précises. C'est bien que tu précises, Lolo, 2024. Par exemple, Glickenhaus, ils ont pris le train tout de suite, Ouais, avant le Hypercar. Et je pense qu'il en était bien conscient. Oublions pas que le Coco, il a fait un podium au 24 heures du Mans quand même. exactement. Même ce qui était vrai il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui. Toi et Alpine a gagné des courses en hypercar avec sa LMP1 et tout. Mais enfin, là encore, on n'est pas dans le même monde. Même si c'était il y a 2 ans, c'est la catégorie hypercar en 2022, elle a rien à voir avec la catégorie hypercar 2024. Et ce que je dis là, je pense que tu peux le transposer partout. Je vais juste faire un petit aparté avec la catégorie GT3 quand elle est arrivée en 2006. Tu avais des petits constructeurs comme par exemple Ascari, dont plus personne se souvient. Ouais. Ils sont partis. La Lamborghini au début qui était développée par Reiter est parti. Une fois que les gros constructeurs sont arrivés, Morgan ont disparu. Morgan, exactement. Alpina avec la GT3. Ouais. Et tout ça, ça a fait pchit. Quand les Porsche sont arrivés, que les Ferrari sont arrivés, que les Mercedes sont arrivés, quand les gros constructeurs généralistes sont arrivés, c'est finito pour les petits. Parce que on parle pas des mêmes budgets. On parle pas des mêmes équipes. Et en plus, qui va acheter ces voitures-là? Le but de la catégorie hypercar, c'était quand même d'essayer de vendre des voitures. Mais qui aurait acheté une Glickenhaus? La Glickenhaus, entre 2 saisons, et comme tu l'as très bien rappelé, Jim Glickenhaus est un mec exceptionnel à qui on aurait déjà dû décerner le Spirit of Le Mans. Tout ce qu'il a pu faire en si peu de temps. Ouais. Et pour le coup, les valeurs de l'endurance, c'était puisque le Spirit of Le Mans est quand même censé représenter les valeurs c'est incarner les valeurs d'endurance. Lui, il est à fond dedans. Total. Et la caisse entre deux saisons, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste été exposée sur un Cars and Coffee en Floride et elle a fait 3 tours avec le propriétaire de la caisse à Sebring sur un track day. Tu vois? La caisse, enfin, t'es d'accord avec moi? Tu connais aussi bien que moi, Olivier et Romain. La caisse, elle a du potentiel. Oui. Même Pipo, c'est la même chose. Tu vois, les pilotes te disent tous que la caisse, elle a du potentiel. Mais quel argent tu mets derrière pour pouvoir exploiter ce potentiel? Non, et puis après moi, ce que j'ai apprécié dans son projet, alors Isotta a fait de même de base, mais à moindre échelle. Mais Glickenhaus a eu, encore une fois, il s'est vraiment donné les moyens de ses ambitions, pas qu'au niveau des pilotes. Il s'est associé à Yost, il s'est associé à Pipo, qui est quand même alors qui découvrait un peu l'endurance, mais qui est quand même un constructeur moteur de renom. Mais enfin, il a vraiment pris des partenaires. Il y a Podium qui a développé la voiture. Exactement, merci, voilà, Podium Technologies. C'était solide. Honnêtement, l'attelage était solide et sans vouloir faire offense à Isotta, un peu plus solide que Isotta, même si à la base, Isotta, le fait de s'associer à Michelotto était une bonne chose, que le moteur, bravo, il est bien né et pour cause, il est arrivé au bout des 24 heures. Donc en fait, on a l'impression qu'ils ont fait tout le début bien, mais qu'à la fin, ça a pêché le dernier chèque, entre guillemets, il n'était pas là pour pouvoir développer la voiture, s'offrir les pilotes. Et puis après, j'ai quand même la sensation que ce qui aussi aujourd'hui peut freiner, Pierre, par rapport à ce que tu disais, les petits, c'est cette nouvelle règle qu'a mis en place la FIA qu'ont mis en place la FIA et la CO pour 2025, à savoir obliger un constructeur d'avoir à minima 2 voitures pour pouvoir s'engager en WEC dans la catégorie hypercar. Et moi, à Sao Paulo, c'est sûr que c'est ce qui se disait un petit peu dans le paddock, c'est comment Isotta va pouvoir faire. Et Gilles Duquesne, qui s'est engagé dans le projet quand même avec certaines ambitions, clairement, il fallait plus de développement, des vrais pilotes. Et là, le budget, c'était pas du tout le budget qui a été dépensé cette année. C'était, je pense, minimum le double pour pouvoir faire 2025 dans des conditions correctes. Alors que quand tu discutes avec Pauline Collins, lui, il te dit, moi, l'histoire des 2 voitures, que j'en ai une, que j'en ai 2, ça me paraît plus facile pour moi d'arriver à faire à monter un programme avec 2 voitures. Bon, après, il faut encore trouver les pilotes, il faut encore que la voiture elle marche, il faut encore que les pilotes payent, il faut encore que les pilotes fassent la saison. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais après, je sais que moi, j'avais eu la discussion avec Jacques Lecomte, qui m'avait dit aussi l'année où il passe à 2 Corvettes, il m'a dit, tu sais, oui, c'est plus cher, mais c'est beaucoup plus rentable pour une équipe d'avoir 2 autos, c'est évident. Ouais. Mais maintenant, c'est quel avenir tu peux donner à ces voitures-là? Est-ce que ça restera des faire-valoir comme c'était dans les années 80 quand tu choisissais une voiture qui était un peu exotique? Je veux dire, quand Porsche faisait rouler ses voitures, oui, ok, les 956, il y avait qui en face en plus? Même quand tu avais une Porsche privée, il y avait personne en face. On peut pas comparer. Les Lancia Martini, je suis désolé, mais elles étaient quand même meilleures à l'apéro que sur un circuit.
Non, Non, mais, mais non, mais t'as raison, tu c'est vois, un peu là, t'as presque 10 constructeurs qui peuvent Mais gagner. voilà. C'est pas Voilà. on parle pas des mêmes époques, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes budgets. Mm. Euh, le truc est pas simple. La question, c'est est-ce qu'on va en avoir d'autres après, mis à part Van Wall qui lui est prêt à revenir en 2025. Mais est-ce qu'il y a d'autres petits constructeurs qui se disent, ah tiens, je vais peut-être essayer quelque chose? Parce que Glickenhaus, il a pas vendu de voiture. Enfin, rappelez-vous, il a essayé d'en vendre. Oui, oui, oui. Et encore, ça, enfin, il a bénéficié d'une aura, et ça reste un constructeur, malgré tout, qui a vu toutes ces hypercars à l'arrivée des 24 heures du Mans. Mm. Toutes. Alors, il n'y en a pas eu Ah, beaucoup, mais il fallait quand même le faire. mm. Et comme tu le dis, Thibaut, aussi bien, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Ouais. Après, tu as bien fait de le rappeler tout à l'heure. Il y a un peu le défi que s'est lancé Isota, il était quand même colossal. Faire renaître cette marque, c'est une chose. Après, ils ont voulu débarquer en hypercar avec une LMH, avec un système hybride. Tout ça, ça a un coût. C'est quand même, ils ont quand même pas pris la solution de facilité. C'est alors qu'aujourd'hui le règlement leur permettait par exemple de se passer d'hybride. Et ils ont vraiment choisi la solution la plus onéreuse. Sachant que enfin, Michelotto, on sait ce qu'est Michelotto. Michelotto, c'était bon pour assembler des Ferrari. Alors oui, il y a eu les protos il y a longtemps. Et après les GT, mais comme tu dis, enfin, à un moment, qu'est-ce que tu peux espérer en prenant le truc le plus cher et qui demande le plus de moyens, le financier et humain? Ou alors tu dis, bah ok, je fais ça, mais par contre, tu considères ça un peu entre guillemets comme une danseuse. Tu as les moyens, mais tu viens et tu es content de rouler dans la catégorie hypercar. Et surtout, tu te demandes pas à ce qu'on t'aide. Tu es là, bah, tu es à ta place. Tu finis 15e, bah, tu finis 15e. Mais tu Non, peux bah, pas espérer. Qu'est-ce qu'on fait après? On va essayer d'aider Isota Fraschini, mais qu'est-ce qu'on va falloir faire à un moment? Il va falloir descendre les autres pour remonter Isota Fraschini. Bah, je suis désolé, mais non. non, non, faut éviter le nivellement par le bas, ça Ah c'est oui. clair. On l'a déjà eu un peu sans vouloir taper sur Peugeot l'année dernière, où on peut voir le changement de BOP entre le Qatar et Imola, entre la version 2020, enfin la première version et la version 2024 de la 9X8. Non, non, faut arrêter le nivellement par le bas. Encore une fois, moi c'est quelque chose sur lequel je suis très à cheval. Le système de BOP, on en pense que l'on veut, mais pour pouvoir bénéficier de la BOP, encore faut-il réussir à mettre sa voiture dans la fenêtre de perf. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'était pas forcément le cas pour tous. Et de toute façon, si on regarde l'histoire récente du WEC, qui a débuté en 2012, si on prend, il y a toujours eu entre guillemets, des petits. Je veux dire, dès 2012, il y avait pas que Audi. Je veux dire, Non, il on y a eu une avait, rébellion avec des ouais, Lola, il y a eu voilà. Straka, il y a eu JRM, il y a eu Rebellion, comme tu le dis, il y a eu Oak Racing. Ah, je veux dire, en Straka, 2012. Et c'est quoi le meilleur résultat en 2012 et pourtant il y a moins de constructeurs d'une voiture privée, c'est quoi? C'est Pescarolo qui a dû faire troisième à Sebring. Et je crois Non, mais Straka qui a dû faire troisième à Bahreïn, je crois. Tu vois, et même là, ces gens-là, je veux dire, n'ont jamais gagné. bah, en fait, c'est un peu aussi, c'est un peu le débat. C'est dommage, mais c'est un peu la rançon du succès. Le WEC aujourd'hui est en plein boom. L'année prochaine, là, il y a Isota qui s'en va. Euh, Honnêtement, aujourd'hui, ils ont annoncé leur retrait de la saison 2024. Je n'ai j'ai pas d'espoir de les voir en 2025. Enfin, excusez-moi, je crois pas au Père Noël. Non pas que je ne leur souhaite pas, hein, bien au contraire. Mais là, quand je fais un petit peu mes calculs, alors ils ont annoncé 40 voitures pour l'an prochain. Bon, moi là, je tombe à 38 pour le moment, 38 à peu près sûr. Et Euh, t'as Comment? mis le goal ou pas? Non, sans Van Wall justement. Oui. 38 sans Van Wall. Après, est-ce que c'est Van Wall? Est-ce qu'ils vont accepter peut-être un constructeur supplémentaire en Bon, GT3? Est-ce qu'il faut s'attendre à une surprise? Je sais pas. Mais il y a aussi cette question de place, parce que donc l'année prochaine, il faut rajouter deux Aston. L'année suivante, il va falloir, pardon, rajouter deux Hyundai. Est-ce que d'ici là, un constructeur partira? Je ne l'espère pas et je ne le pense pas à l'heure où on se parle. Donc c'est aussi, ouais, c'est aussi une question de place. Et puis après, typiquement, moi, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants du fait que Van Wall n'ait pas été sélectionné par le WEC. On sait que tout n'est pas forcément très clair, mais
la CO ne va certainement pas être ravi du fait que Isota ne termine pas la saison. Les concurrents qui se lancent pour faire une saison complète, alors que maintenant ils ont été obligés de mettre un comité de sélection pour la liste des engagés au WEC, la CO ne voit pas d'un bon œil quand un concurrent part en cours de route, hein, forcément. Hein, Après, on peut, comme tu l'as dit, on sait pas trop ce qui s'est passé avec Van Wall. Après, jusqu'à présent, ce qu'a fait Van Wall en WEC, ça a tenu la route. Tu vois, en termes de programme, en termes d'engagement. Sous le nom Van Wall, oui, il y a eu des choses avec sous Baïkoles. C'est sûr que le moteur qu'il prenait feu à chaque course, c'était Non, mais oui, un running gag. Mais oui, non, bien sûr, bien sûr. Les engagements ont été tenus sur une saison complète, même quand il fallait aller à l'autre bout du monde. Et encore une fois, Tristan Vautier, Esteban Guerrieri, Tom Dillman, des pilotes. Disons qu'on pouvait pas dire. Le problème d'Isota, encore une fois, même s'il y a un Jean-Carl Vernet au volant, hein, c'était le problème d'Isota, c'est que qu'est-ce qu'il y a dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a dans les pilotes, Glickenhaus et Van Wall. On peut dire ce qu'on veut, les pilotes qui étaient derrière le volant, on savait, on a encore vu ce qu'était capable de faire Tom Dillman sur une Oreca 07 le week-end dernier. C'est des pilotes qui avaient derrière le volant, c'était des vrais bons. On ne présente plus les Dillman, Vautier, Guerrieri. Donc on savait clairement d'où venait le problème, quoi. Tu n'as même pas cité Jacques Villeneuve. Ah, c'est vrai. Et non, mais pour être sérieux, c'est ça, c'est un peu ce que disait Jean-Carl, c'est que la voiture, elle mérite mieux, la voiture a certainement plus de potentiel, mais en fait, on n'en sait rien. C'est sûr que si tu mets Vernet, Plat, Dumas dans la caisse, bah tu vas déjà connaître, tu vois, différents développement. Ouais. Et tu peux pas ne pas rouler entre les essais. Même les gros roulent quand c'est possible de rouler. Et les petits, ils partent déjà avec un handicap, on va dire, financier et de développement. Eux ne roulent pas. Donc, tu pourras jamais rattraper le train. C'est pas, enfin, comme tu disais tout à l'heure, moi non plus, je crois plus au Père Noël. Donc, soit tu viens, tu dépenses X millions d'euros et puis, bah, tu viens et sur un coup de cul, s'il y a des abandons, des trucs, tu peux peut-être finir 5e. Parce que tout le monde n'est pas Jota, qui a gagné une course cette année, mais Jota, enfin vous le savez comme moi, c'est plus proche d'une usine que d'un privé, et eux ils font rouler une voiture quand même, qui est une voiture connue, et c'est pas eux qui développent la voiture. Non, ils profitent du développement de Porsche, forcément. Exactement, mais de là à développer une voiture toi-même, quand t'es constructeur, enfin les mecs, regardez quand même ce que fait BM pour l'instant. Je veux dire, BM pour l'instant, c'est quand même pas terrible, et on parle de BMW, hein. Mais c'est sûr, c'est évident. Aux États-Unis, c'est quand même loin d'être flamboyant. Et en WEC, alors ok, c'est la première année de WRT, et encore, on peut dire que WRT, c'est un peu du même style que Jota, hein. C'est quand même des équipes que tu peux placer quand même proche des constructeurs en termes d'exploitation, où on connaît quand même la musique. Et là, on se donne les moyens de faire quelque chose. Mais même si WRT se donne les moyens de faire quelque chose, avec les pilotes et avec l'équipe technique derrière, bah, pour l'instant, c'est quand même compliqué. Mais, par exemple, moi, pour pas parler d'Isota, par exemple, pour parler de Duquesne, qui est aujourd'hui une équipe bien établie en P2, qui a fait des très bons résultats. Il y a un moment, je reconnais que je me suis posé la question, quel est leur intérêt de s'engager dans un tel projet? Alors, encore une fois, je ne sais pas la somme d'argent qu'ils ont investi là-dedans, là-dessus, je ne suis pas au courant, mais c'est sûr qu'un Duquesne, j'ai envie de dire, si tu mets vraiment une certaine somme d'argent conséquente, mais c'est certainement pas la même, mais comme Proton, quoi, prends une Porsche, prends une voiture pour laquelle tu vas bénéficier du développement d'un constructeur. Mais encore une fois, je pense que l'argent qu'il a investi dans le projet Isota n'est pas à la hauteur de celui qui devrait investir, notamment pour s'acheter une Porsche 963. Mais je reconnais que même, voilà, j'ai eu du mal un petit peu à comprendre l'intérêt, hormis celui de se dire, bah, je suis dans la catégorie N, de s'investir là-dedans. Bah, je suis 2000% d'accord avec ça. Et pourquoi t'adosserais pas ton nom à Proton? Proton, on va pas se mentir. Proton, il cherche aussi des budgets. Pourquoi t'adosserais pas ton nom à Proton qui fait rouler une 963? Et t'auras plus de visibilité, plus de chances de faire quelque chose, et certainement moins d'emmerdement. Moi, c'était la question que je vous avais un peu soumise au début. C'est est-ce qu'aujourd'hui le règlement technique, pour pouvoir prétendre à être là et à ne pas faire que le nombre, est-ce que les petits n'auraient pas tendance à se diriger, n'auraient pas presque obligation à se diriger vers le LMDH quand on voit les budgets qui sont demandés pour concevoir la voiture? Et on sait que c'est pas évident, et en plus, d'autant plus si on choisit l'hybride. Le LMDH ou le LMH, en tous les cas, une voiture existante, enfin, qui a été développée par un grand constructeur. Oui, ça c'est certain. Et le problème, c'est qu'il faut déjà, faut avoir les moyens financiers, ça déjà c'est sûr.
Et Et puis, moyens il faut techniques. trouver technique, et puis il faut trouver une caisse. Enfin, je veux Mais dire, encore- parce qu'aujourd'hui, tu dis, bah, moi, je veux une Ferrari, déjà, tu dis non. Je veux une Toyota, bah, c'est non. Je veux une Peugeot, bah, il y en a qui ont essayé, mais à part un coup marketing, je vois pas ce que ça va faire, à part faire plouf. Et à un moment, tu vas acheter quoi? Non, mais moi j'avais eu la discussion avec Bruno Famin au Qatar, hein, et je lui avais dit, est-ce que vous êtes enclin à vendre la voiture à des clients? Il m'a dit, Thibaut, je suis pas du tout contre. Il m'a dit, mais honnêtement, aujourd'hui, quelle est l'équipe, quelle est l'équipe privée qui a les moyens de s'acheter même une LMDH qui est beaucoup moins chère qu'une LMP1 à l'époque? Hmm. Oui, Jota, bah, bravo à eux, ils peuvent s'appuyer sur un David Clark qui a réussi à dégoter des partenaires incroyables et qui, au final, bah, l'investissement paye, hein, puisque l'année prochaine, ils seront représentants officiels Cadillac. Il y a Proton, mais Proton, il le fait à perte. Et au final, il n'y a pas beaucoup d'équipes, hein, qui ont les moyens de se le payer. JDC, il le fait, mais c'est pareil. Aux États-Unis, il le fait, mais sans pouvoir faire de séance d'essai. Alors, il s'en sort très bien, attention, hein, mais il s'en sort très bien parce que là, en plus, voilà, contrairement à Isota, il s'appuie sur une voiture qui bénéficie du développement du constructeur. Donc, une voiture voilà, qui est fiable, qui est perfo. Mais c'est certain que il n'y a pas beaucoup d'écuries privées. Je suis totalement d'accord avec Bruno Famin qui aujourd'hui ont les moyens de s'acheter une MDH. Non, mais c'est sûr. Et je suis pas sûr que ça s'arrange. Et c'est un peu le Non, même problème. On a le même problème. Alors, je sais pas si vous regardez, ou vous qui nous écoutez, ou vous, Laurent et Thibaut, mais on a le même problème en WRC. En WRC, il y avait l'idée que les rallyens soient vendus à des équipes privées. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de rallyens qui ont été vendus à des équipes privées parce que c'est pareil. C'est un budget. Il faut ensuite l'équipe technique pour l'exploiter. Et on en revient un petit peu au même. Il y a un petit parallèle de ce côté-là à faire. C'est certain. Bah, ouais, après. et c'est la même chose dans tous les sports. Je veux dire, c'est toujours ceux qui ont le plus d'argent je dis pas que c'est eux qui vont gagner, mais eux qui ont le plus de chances de gagner. On le voit en foot, on le voit en vélo, on le voit partout. Maintenant, nous, on a une différence, c'est que nous, on a mis en place une BOP pour dire aux gens, bon, vous avez peut-être, on va essayer d'équilibrer pour que vous ayez tous une chance de bien figurer si vous êtes dans une fenêtre de performance. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est Aston Martin, qui est quand même un constructeur d'envergure, qui vient l'année prochaine. Aston Martin, bon, pour l'instant, on n'en sait pas trop, parce qu'on n'a pas vu la voiture rouler en compétition. Aston Martin, on va les placer où? On va les placer avec les petits ou avec les gros? Parce que ça s'appelle Aston Martin, mais qui paye? C'est pas Dirt Aston Martin, Racing. c'est Dirt Racing. Donc ça va donner quoi? Et en plus, il va falloir équilibrer une voiture sans système hybride encore, et qui va être, ok, le patron des Art of Racing, enfin, vous savez comme moi, a suffisamment de moyens financiers pour faire quelque chose de bien. Mais là encore, tu te lances dans un truc qui, sur le papier, n'est quand même pas simple. Non, bien sûr. Après, on peut se dire qu'il a choisi les bons partenaires, hein, notamment Multimatic. Mais oui, oui, je mets clairement pas Aston Martin parmi les favoris. J'ai peine à voir la voiture se battre avec les ténors de la catégorie que sont notamment Toyota, Ferrari, Porsche. Ouais, Mais est-ce que c'est un Lamborghini. petit? Est-ce que c'est un petit du coup? Eh, Non, mais c'est la question que disait Laurent. Aujourd'hui, où les placer? Parce que c'est officiellement Aston Martin, mais c'est financé par The Art of Racing. C'est la même chose pour Lamborghini. Lamborghini, tu les mets Voilà. où? Dans les petits ou dans les gros? Déjà, d'une, ils ont qu'une bagnole. Ils en ont qu'une aux États-Unis sur les courses longues. Et on sait que c'est Iron Lynx qui finance derrière. Donc, et c'est pas, je suis pas sûr qu'on puisse comparer Lamborghini Non, tu vois, et et Ferrari ou Et c'est une très Toyota. bonne remarque. C'est une très bonne remarque que tu fais, Laurent, parce que on parlait du manque d'essais fait par Isota. Lamborghini, ils en font pas beaucoup, hein. Ils en font très très peu, hein. Ouais, mais parce que, Bien trop peu pour essayer pour vouloir se battre avec les ténors de la catégorie. mais souvenez-vous, au début de l'annonce, c'était 2 voitures en WEC, 2 voitures en IMSA sur l'intégralité de la saison. Tu te retrouves avec une en WEC et une sur les courses longues. Et on sait qu'aujourd'hui, ils sont dans une position délicate, puisqu'ils voulaient repartir pour un programme WEC IMSA l'année prochaine, et que l'obligation de mettre 2 voitures en En WEC plus. remet tout en question, hein. Eh bien, parce que c'est un programme, je suis désolé, mais c'est un programme officiel sans être un programme officiel. Parce que si t'as pas le pognon d'Iron Lynx derrière, il n'y a pas de programme Lamborghini. Bien sûr, bien sûr, bien Que sûr. Porsche, c'est un programme officiel. Que Toyota, c'est un programme officiel. Que Ferrari, c'est un programme officiel. Non, Que, voilà, que Peugeot, c'est un programme officiel. pour revenir ouais, à la question,
Moi, aujourd'hui, comme ça, j'ai envie de vous répondre. C'est compliqué, ouais. Quand on voit le nombre de voitures en WEC, le problème de place qu'a le WEC pour accepter tout le monde, ouais, on va dire les petits constructeurs, je suis, qui font le charme de l'endurance et que moi, j'adore, hein. Je crains qu'actuellement, ce soit difficile de survivre et de se trouver une place au sein de ce peloton, ouais. Mais le problème, c'est que ces petits constructeurs sont exclus de tout. Ils peuvent plus aller en P2, ils peuvent pas aller en P3 non plus, parce que c'est fermé. Tu peux pas aller en GT parce que qu'est-ce que tu veux quand tu vas pas sortir une GT3. En GT4, déjà, si tu pars de la base, c'est déjà compliqué. Je veux dire, quand tu vois Ginetta, qui est quand même la voiture la moins chère, la voiture la plus agile, la voiture qui dégrade le moins les pneus, bah, c'est pas la voiture qui est la plus prisée, pourtant c'est la moins chère. Parce que est-ce que t'as envie de dépenser X milliers d'euros pour rouler dans une Ginetta, même si c'est la meilleure? Bah non, parce que t'as un peu d'ego et puis tu veux rouler dans une BMW ou dans une Porsche ou dans une Audi. Oui, c'est pour ça qu'il y a des solutions actuellement qui sont sur la fin On se pose la question, notamment, on entend parler peut-être d'ouvrir. Non, le problème aujourd'hui majeur pour moi, c'est effectivement le succès de cette catégorie, le nombre de constructeurs impliqués et qui mettent ces petits sur le carreau. Après, on le sait, la CO et la FIA mettent tout en œuvre pour faire grossir le contingent d'engagés en WEC. Notamment, l'année prochaine, on aura 40 voitures. On sait que Imola construit des stands supplémentaires, mais ça va pas pouvoir être extensible infiniment, d'autant qu'après, plus vous mettez de voitures, plus la sélection pour les 24 heures du Mans, elle est complexe, moins il y a de place. Et déjà l'année prochaine, avec 40 voitures en WEC, je peux vous dire que je ne sais pas combien il y aura de voitures à sélectionner par le comité de sélection des 24 heures du Mans, mais certainement pas beaucoup, hein. Ouais. Parce que les invités d'office et les engagés en WEC, il ne va pas rester grand-chose, hein. Et les P2? Et les P2, ah non, mais c'est sûr que ça va être très compliqué, hein. Thibaut et Laurent, on a fait un peu le tour là, de cette situation, mais il y a peut-être aussi un exemple, on va prendre, parce que c'est le seul aujourd'hui qu'on peut prendre pour voir l'évolution de certaines équipes vers cette catégorie hypercar. C'est Jota qui a commencé en LMP2, qui est ensuite passé en WEC, en hypercar avec la Porsche 963, et comme on l'évoquait il y a quelques minutes avec un large soutien financier, notamment de son sponsor titre Hertz, et qui l'an prochain, Thibaut, tu l'as déjà mentionné, mais opérera le programme officiel Cadillac. Donc là, ça c'est un exemple parfait, si on peut dire, pour l'instant sur le papier parfait, de la transition d'une équipe totalement privée vers un programme officiel. Mais là encore, il y a une question de moyens, mais Jota y est arrivé. Et est-ce qu'il y a d'autres, enfin, ça sera la deuxième question à laquelle vous essaierez de répondre, Thibaut et Laurent, est-ce que d'autres structures, principalement un LMP2, puisque c'est la catégorie prototype en dessous de l'hypercar, est-ce que d'autres formations seraient susceptibles de suivre cet exemple ? Alors justement, pour rebondir sur l'exemple Jota, donc là, on ne parle pas d'un constructeur, on parle vraiment d'une écurie d'exploitation, comme on parlait de Duquesne. Ils ont réussi à prouver enfin, parce que honnêtement ça fait longtemps qu'ils l'avaient prouvé, qu'ils méritaient de se voir confier un programme grand constructeur comme WRT a hérité du programme de BM, un peu en fait sur un schéma à l'américaine, puisqu'en IMSA en fait tous les constructeurs se reposent sur une équipe d'exploitation existante, donc Ganassi, Meyer-Shank, Action Express Racing et RLL. Et au final, ils ont prouvé ça, donc c'est une très belle trajectoire. Et on a effectivement différentes équipes P2 qui ont réussi à gagner leur place en hypercar, mais encore une fois en s'associant à un grand constructeur. Et Jota, l'année prochaine pour la première fois, même si c'est aussi ce qui a attiré Cadillac par rapport à Ganassi, c'est que Jota est en mesure de financer une partie du programme grâce à ses sponsors qui sont vraiment ses partenaires de taille, Hertz, Singer, tout ça, c'est vraiment du solide. Mais l'année prochaine, Jota aura un programme officiel avec le soutien d'un constructeur, va pouvoir mener à bien les séances d'essai qu'il faut, ce qui n'était pas possible jusque-là, même avec la Porsche 963. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et Jota, c'est l'exemple parfait à suivre pour n'importe quelle équipe d'exploitation, tout comme, encore une fois, a pu l'être WRT. Bah, je pense que Jota et WRT, c'est un peu le rêve de toutes les équipes LMP2, non? C'est-à-dire de continuer d'être en P2, de briller et de passer dans la catégorie reine et d'avoir le soutien d'un constructeur pour pouvoir continuer, on va dire, à s'émanciper. Et c'est Par sûr contre, aujourd'hui, tu vois quelle écurie, toi, Lolo, qui pourrait encore franchir le pas? une équipe en dehors de l'endurance aussi.
Oui, mais déjà, déjà qui concourt en LMP2 déjà. Voilà, c'est l'exemple de Jota. Qui pourrait passer à l'étape supérieure. Les exemples, je veux dire, déjà, il y a United. Ça, oui, ça complètement. Tu vois, United qu'on annonçait déjà avec un programme McLaren en hypercar, qui est un peu l'Arlésienne qu'on attend toujours. Qui s'est positionné pour le programme Cadillac. Voilà, ouais, exactement. Après, évidemment, des équipes comme TDS aussi lorgnent forcément sur un programme hypercar avec le soutien, avec un fort soutien financier, parce que là, on parle plus de faire rouler une LMP2. Ouais. Mais des équipes de pointe qui peuvent faire rouler une hypercar, il y en a pas 50, hein. Par contre, c'est ce qu'on disait, le business model a quand même un petit peu changé. Il y a quand même de plus en plus, j'ai l'impression, de constructeurs qui cherchent des équipes d'exploitation qui sont en mesure de financer une partie du projet. Alors, c'est pas le cas, par exemple, pour WRT. Lamborghini, Prema, c'est autre chose parce qu'en fait, Prema, Iron Lynx est actionnaire de Prema. Donc, en fait, c'est très différent. Et comme tu disais précédemment, sans Iron Lynx, il n'y aurait pas de programme hypercar Lamborghini. Mais par exemple, voilà, Cadillac s'associe à Jota aussi parce qu'il a réussi parce qu'il a aussi des partenaires. Et en IMSA, la force de Wayne Taylor, de Meyer Shank, c'est aussi d'apporter des partenaires, donc de pouvoir financer une partie du projet. Et notamment, c'est ce qui porte préjudice à Ganassi, qui aujourd'hui n'a aucun partenaire et qui attend juste d'être payé par un constructeur. Donc en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. Et tous les il y a certains constructeurs maintenant qui attendent de l'équipe d'exploitation de financer en partie le programme. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que quelqu'un ou une équipe LMP2 par exemple ou ailleurs, peu importe, qui vient d'un autre univers, enfin d'une autre discipline, vient en hypercar, là on parle quand même de jouer dans la cour des grands. Je veux dire, il y a quand même pas mal d'équipes, à mon avis, qui sous-estiment ce que c'est de faire rouler un prototype dans la catégorie hypercar. Mais tu prends l'exemple de Prema, Lolo, qui a été fantastique en P2, qui a tout gagné en monoplace, qui même l'année prochaine s'aligne en IndyCar. Bah voilà, c'est pas c'est loin d'être gagné, tu vois. C'est un peu la même chose des équipes qui sont en GT4 et qui veulent passer en GT3. Ok, mais c'est pas là, on n'est pas dans le même monde, hein. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Il faut d'une être armé financièrement parce que ça coûte quand même un bras et les deux jambes. Il faut être armé aussi techniquement. Parce qu'on fait pas rouler une hypercar comme on fait rouler une LMP2. Et il y a aussi la manière de travailler qui est totalement différente. Et on le voit cette année avec WRT, et Vincent Voss le reconnaît. C'est que en GT3, il est globalement assez libre de faire ce qu'il il est veut. maître. Exactement. En hypercar, il doit composer avec un input de BM qui est bien plus conséquent. Et BM s'implique bien davantage dans un week-end de course que c'est le cas que par rapport au GT3. Donc c'est aussi une difficulté. Ouais, ben c'est sûr que tu peux pas mettre en place évidemment tout ce que tu veux de A à Z comme ils peuvent le faire sur le programme GT3, hein. Ça c'est certain. Ouais. Et je vous entendais parler entre IMSA et WEC. Est-ce que les petits, on serait tenté de dire, auraient plus leur chance en IMSA qu'en WEC selon vous? Bah non, parce que, alors, l'IMSA, l'avantage de l'IMSA, c'est que il y a cette façon de courir à l'américaine avec ces safety cars qui en fait regroupent tout le monde. On a vu notamment, grâce à des exploits de pilotes et à des stratégies, on a vu des JDC gagner. On a vu notamment Sébastien Bourdet, Loïc Duval et Tristan Vautier remporter 12 heures de Sebring. En fait, ce qui est bien en IMSA, c'est que même avec une voiture qui est un petit peu en deçà en perf, vous pouvez gagner. Vous pouvez faire des exploits. C'est très à l'américaine. En IndyCar, c'est pareil. En IndyCar, vous pouvez toujours vous en sortir et faire des paris. On a vu Sébastien Bourdet gagner avec Delcoin, qui était la plus petite équipe du plateau. Donc ça c'est vrai. Là-dessus, tu as raison. Après, il ne faut pas oublier que si on parle de petits constructeurs et petits artisans, en IMSA, ils sont encore plus intransigeants sur le nombre de voitures produites par les constructeurs. Et notamment, Glickenhaus avait crié au scandale parce que, comme ils ne produisaient pas le nombre de voitures suffisant d'un point de vue industriel, l'IMSA n'a pas voulu de Glickenhaus dans son championnat. Alors que c'est un constructeur américain. Alors que c'est un constructeur américain qui a une aura. Et donc, je te laisse même pas, je te laisse imaginer ce qu'il en est pour Isota. Je pense que Isota n'a pas du tout sa place en IMSA, ne peut pas du tout prétendre à une place en IMSA aujourd'hui. Par contre, sur ce que tu disais avant Pierre, tu as raison. Par contre, une équipe privée,
a plus de chances de briller en IMSA, à mes yeux, qu'en WEC, parce qu'il y a ce système de voitures de sécurité qui regroupe tout le monde et qu'on a vu, encore une fois, JDC faire tomber des Ganassi, des équipes aux moyens, mais bien plus conséquents, parce que grâce à des coups stratégiques et à des exploits de ces pilotes. Et est-ce que si on élargit le champ d'observation, est-ce que des équipes que nous on connaît en GT, notamment Lolo, est-ce qu'elles seraient susceptibles, à ton point de vue, à ton sens, de monter aussi haut en hypercar? Ou c'est vraiment notre monde? Non, Comme mais c'est un autre monde. comme on disait Non, mais avec déjà, l'exploitation et... déjà, tu parles d'une GT. Enfin, je veux dire, une GT3, ça reste quand même de la compétition client. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on puisse comparer le GT3 avec la catégorie hypercar. Alors oui, tu as des équipes, si tu te renforces, t'as quand même des équipes peut-être qui sont suffisamment, tu vois, habiles. Hein. Proton avait pas fait de proto avant d'aller on a fait un peu de P2, ils sont arrivés directement en hypercar parce qu'ils ont mis les moyens. Donc c'est pas que c'est pas possible. C'est quel moyen est-ce que tu mets en face? Je veux dire, une équipe comme Acodis, peut-être elle aurait, si elle se renforce techniquement et qu'on lui donne les moyens, qu'on te donne X millions d'euros, bah pourquoi pas? Parce qu'il faut que tu prennes les bonnes personnes, faut que tu aies les bonnes personnes aux bonnes places et après ça roule. Mais faut trouver les bonnes personnes. De deux, déjà, faut avoir le budget pour. Donc là, De toute façon, aujourd'hui, on peut résumer la chose. Aujourd'hui, tu n'as ta place en hypercar que si tu as un soutien d'un constructeur, quasiment. Parce qu'au final, Jota, qui devient représentant officiel Cadillac en WEC, bah, l'année prochaine, il n'y aura qu'un privé, hein, ce sera Proton. Il y aura la voiture à F Corset? Ouais, mais on sait très bien que c'est une fausse Oui. privée. ça, c'est un peu déguisé quand même. Hein. C'est juste qu'ils peuvent pas inscrire 3 voitures au championnat constructeur, c'est totalement déguisé. On sait très bien que c'est exactement la même voiture que les Bien deux sûr. autres et qu'elle a exactement le même soutien. C'est de l'hypocrisie, ça. Et est-ce que alors Thibaut, peut-être que tu as des, je sais pas si tu as pu discuter avec les instances sur ce point. Enfin, évidemment, ça sera, j'imagine, une des discussions qui seront dans les paddocks d'Austin. Mais quelle est la position du WEC à ton sens sur ça, sur la place des privés aujourd'hui? On sait qu'ils ont poussé et dans un sens aussi aidé à ça pour certaines équipes, et je pense qu'ils étaient bien contents aussi d'avoir Glykanos à l'époque notamment, mais aujourd'hui c'est plus les constructeurs qui sont privilégiés, on est d'accord? Bon, c'est pas Les une question de constructeurs privilège. C'est sûr que quand ce règlement a été conçu, l'idée c'était aussi de permettre à des écuries privées d'acheter des voitures et de venir dans cette catégorie. Maintenant, le succès a été bien plus conséquent que ce à quoi la FIA et la CO pouvaient s'attendre. Il y a beaucoup plus de constructeurs que je pense qu'honnêtement, il y a le double de constructeurs que ce qu'ils attendaient. Et voilà. Et puis après, il y a un moment, il y avait eu un règlement qui obligeait les constructeurs à mettre à disposition des écuries privées des autos. Mais aujourd'hui, et Laurent en parlait, qui joue vraiment le jeu? Porsche. Et encore, aujourd'hui, ils regrettent presque de l'avoir fait, parce que ça leur a compliqué la tâche. Euh, donc en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les constructeurs, ils ne le souhaitent pas, et est-ce qu'ils ont un vrai intérêt à vendre leur voiture à des écuries privées? Bah, qui pourrait leur faire de l'ombre, comme c'est le cas comme ça a pu être le cas avec Jota, oui. dans un sens face à Porsche, quoi. Bah, c'est sûr qu'au départ, Porsche disait non, mais attendez, s'il gagne, c'est quand même une Porsche. Allez demander à Roger Penske ce qu'il en pense. Ouais. Roger Penske, il voit pas ça du même œil. Mais oui, le règlement a été à la base pensé pour. Mais je pense que le succès, et on va pas se mentir, même si c'est beaucoup moins cher que la LMP1, tous les constructeurs le reconnaissent, tous les concurrents le reconnaissent, c'est quand même plus cher que ce qui avait été annoncé. Donc voilà. Après, pas dans la totale des mesures. Je sais que David Salters de Acura en avait parlé, mais je crois qu'il avait dit, c'est à peu près 30% plus cher de ce qui avait été annoncé. Et donc mécaniquement un frein pour toute velléité d'engagement privé des petites équipes, ça c'est sûr. De toute façon, on va pas se mentir, il suffit de regarder, toujours jamais oublier le passé, même si les époques sont différentes. Mais tout à l'heure, on parlait des groupes C, mais même si on revient un peu plus récemment, je sais pas si on prend les débuts du FIA GT, c'est un petit peu la même chose. Combien Porsche? Alors Porsche avait joué le jeu aussi avant des 900 GT1 privés. Si on prend 97,
Il y avait quand même plusieurs Porsche privés. Est-ce qu'on a vu une Porsche privée gagner une course? Non. Bon, on n'a déjà pas vu de Porsche officielle non plus, vous me direz, parce que les Mercedes avaient tout rappelé. Mais quand même, il y avait qui? Il y avait, à part les Porsche privés, mais là, il y en avait plusieurs, avec entre Rook, il y avait JB, il y avait Schubel, il y avait Kremer, la BMS Scuderia, Conrad et compagnie, mais ces gens-là n'ont jamais gagné une course. 98, il y avait des privés. Qui a gagné toutes les courses? AMG avec la CLK. Et 99, Après, les courses, il n'y a plus que des GT2. la petite différence, c'est qu'à l'époque, les privés avaient toujours la version précédente. En 97, ils ont la version de la Oui, Génération 6, c'est en vrai. 98, ils ont encore la 97. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon. Ouais. C'est vrai. Et comme ça laisse en plus un peu plus de latitude aux constructeurs pour essayer de niquer le privé à qui t'as vendu des caisses au prix fort. Tandis qu'aujourd'hui, pour rappeler, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule fiche d'homologation par voiture. C'est mieux. S'il y a une modification apportée au 963 usines, elle est obligée d'être apportée au 963 privé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a certaines modifications que souhaitait faire Porsche, et Porsche ne les a pas faites en début de saison, parce qu'ils n'auraient pas pu, vu le temps imparti, ils n'auraient pas pu apporter ces modifications à toutes les Porsche privées, parce qu'il ne faut pas oublier que aux États-Unis, il y a JDC, et qu'en WEC, donc il y a cette année Jota et Proton. Privé ou constructeur, voilà, on a fait un peu le tour, Thibaut et Laurent, de ce paysage du WEC qui va donc changer à partir de ce week-end à Austin, puisqu'on rappelle que Isotta Fraschini ne sera pas de la partie dans la catégorie hypercar, laissant donc la seule vraie équipe privée qui est Hertz Team Jota toute seule face aux grands constructeurs. C'est un peu le point qu'on voulait aborder sur ce numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Après cette annonce donc d'Isotta, la place des petits en WEC. Thibaut, t'es sur le départ pour Austin et on vivra avec toi sur place cette avant-dernière manche du championnat du monde d'endurance. Si vous voulez toutes les infos, évidemment, sur Endurance Info, vous avez déjà le guide de l'épreuve qui va sortir sous peu, Thibaut, soit aujourd'hui, soit demain, normalement. Ouais, je pense aujourd'hui. Mais voilà, et après, évidemment, toutes les séances à suivre avec les comptes rendus et la course qui sera tard, dimanche soir, à partir de 20h, quelque chose comme ça. Mais 20h, ouais, c'est voilà, ça. donc tout avec le déroulé de la course à suivre. Merci en tout cas, Thibaut et Laurent. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro de Track Limit et une nouvelle analyse et un nouveau débat. Merci à vous deux. Merci. Est-ce qu'on aura un compte rendu de la 6ème rue d'Austin? Ça c'est en bonus abonné. Non. Ce qui se passe à Austin reste à Austin, Lolo, je suis désolé. Allez, merci Thibaut et merci Laurent et à une prochaine. Allez, ciao.